Je pense que d'être passé par Palefrenier, ça a certainement été une bonne école pour moi. J'ai une passion pour ce cheval parce que justement, il y a toujours eu cette incertitude. Ouais, mais j'ai dit, mets-toi pas plus de pression que tu as, putain. Moi, je vis à 200% pour mes chevaux, du matin au soir. Il faut être travailleur et se donner les moyens d'arriver jusqu'au bout. Quand j'étais petite, mon père il a dit « Quand tu fais quelque chose, tu dois aimer. Qu'est-ce que tu fais ?» Il y a peut-être des gars qui sont hyper sûrs de leur équitation, mais c'est jamais gagné d'avance. Qui n'a jamais rêvé de faire naître et élever son propre cheval ? En France, c'est une activité en constante évolution depuis 2002 et l'on compte près de 90% d'éleveurs dits de loisirs, car seulement 10% en vivent. Il n'est donc pas a priori une question d'argent ou de commerce quand on se lance dans l'élevage en tant qu'amateur, mais surtout une histoire de cœur. On doit pourtant se poser pas mal de questions avant de se lancer dans l'aventure, car en plus d'être long et fastidieux, le poulinage a un coût, et faire naître un poulain, c'est s'engager envers lui pendant un long moment. Mieux vaut donc être prêt et ne pas se lancer à l'aveugle. Ce podcast a reçu le soutien du Studbook Selle Français. Sa mission, la promotion, la valorisation et la sélection génétique de la race qu'il défend, et ceci depuis 63 ans. Aujourd'hui, l'équipe jeune et dynamique que compose cet organisme accompagne aussi les éleveurs dans toutes leurs démarches pour le développement et la formation des chevaux. Solidement ancré depuis toujours sur le podium des meilleurs studbooks au monde, le Selle Français enregistre chaque année pas loin de 7000 naissances en France, dont presque 40% en Normandie, mais la race s'étend aussi à l'international. Les chevaux Selle Français s'illustrent principalement dans les disciplines du saut d'obstacle et du concours complet, en raison de leur excellent tempérament, de leur intelligence et de leur capacité à participer pleinement à l'activité jusqu'à devenir de vrais partenaires de jeu pour leurs cavaliers. Ces nombreuses qualités se révèlent grâce à la plus grande richesse de ce studbook qui réside dans la diversité et la passion des éleveurs de Selle Français. On retient que 60% d'entre eux comptent 2 juments au maximum. Les grands espaces verdoyants dont l'élevage français dispose, associés au circuit de formation de la SHF, Société hippique française, font du Selle Français un cheval aussi parfait pour le plus haut niveau que pour les amateurs d'équitation au sens large. Pour nous accompagner aujourd'hui sur cette thématique, qui de mieux que Kamel Boudra, commentateur équestre mais aussi éleveur de chevaux depuis de nombreuses années, à travers son élevage Villarose. Kamel, bienvenue. Bonjour, merci. Comment ça va ? Plutôt pas mal. Je suis ravie de te recevoir parce que on a travaillé pendant de nombreuses années ensemble sur différents médias et je sais à quel point tu es un passionné d'élevage et de chevaux en général. On en parle souvent dans nos longs trajets en voiture. Tout le monde te connaît en tant que présentateur, mais un peu moins en tant qu'éleveur. Mais tu es quand même hyper calé niveau génétique, origine, et c'est d'ailleurs ce regard d'expert de chevaux qui plaît énormément au public lorsqu'ils suivent tes commentaires à l'occasion des Grands Prix. Est-ce qu'à la base, tu étais davantage un passionné d'élevage ou un passionné d'équitation ? En fait, j'ai commencé tard à découvrir le monde du cheval. Et quand je suis allé dans un club comme tout le monde monter à cheval, ça me plaisait, mais j'étais pas... les concours, ça me fatiguait un peu. J'étais pas un vrai winner. J'étais pas... voilà, j'y prenais pas un plaisir incroyable. Je prenais plus de plaisir à la maison. Et la première fois que je suis allé à Fontainebleau, je savais pas qui était Quilhem de Revel, ni même je ne sais quelle star de l'élevage mondial. Mais tout de suite, ça m'a plu, les jeunes chevaux. Je me suis dit, tiens, ça c'est marrant, les croisements. Et j'ai trouvé que c'était un livre incroyable avec des milliers de pages et que j'avais envie de tomber dans cette histoire. C'était assez incompréhensible, c'était vraiment une nouvelle langue. Parce que les gens parlent beaucoup entre eux quand même. On considère qu'on connaît tous Pompon, croisé avec le cousin de ma cousine. Et en fait, j'ai dû apprendre beaucoup. Et lire, voir plein de vidéos, écouter les anciens surtout. Mais oui, ça m'a très 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 vite passionné. Et surtout, effectivement, comme tu l'as dit, ça a nourri mon travail de journalisme. C'est que très vite, quand j'ai commencé à Equidia, quand je leur ai dit il faut qu'on parle plus des chevaux. En fait, quand je regardais Equidia, avant, on parlait toujours du cavalier. On me disait toujours Ludger Berbaum, il a gagné Aix-la-Chapelle, il a fait ci. Et je me disais, mais ok, mais ça, je le sais. On me l'a déjà dit la semaine dernière ou il y a 3 semaines. En revanche, il changeait de cheval et j'avais aucune info sur le cheval, ni son père, ni sa mère, d'où il venait, etc. Et ça me manquait beaucoup dans ma culture. Je me disais, mais on est quand même là pour les chevaux.
on n'allume pas sa télévision à l'époque pour dire tiens super, je vais regarder Beerbohm. C'est parce qu'il monte à cheval qu'on regarde Beerbohm, mais c'est pas pour regarder Beerbohm. Et quand j'ai commencé à travailler pour eux, que j'ai commencé à donner les origines, personne ne le faisait avant et je me suis confronté à une rédaction en chef qui était vraiment contre, qui m'a dit mais non, tu t'évades, ça intéresse personne. Et puis de fil en aiguille, c'est ce qui a au contraire beaucoup intéressé les gens. Et surtout, je trouve que ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et comme je passais beaucoup de temps dans les paddocks des concours de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, je rencontrais beaucoup de monde, j'apprenais beaucoup. Et puis, en vieillissant, malheureusement, je retrouvais un jour un cheval ou deux dans un Grand Prix que j'avais vu à 5 ou 6 ans. Et donc, j'avais une histoire à raconter. Et donc, c'est ça qui... Pour moi, c'est fondamental. Voilà. Après, il y a des cavaliers, par exemple, qui ne connaissent aucune origine. Et c'est pas des mauvais cavaliers pour autant. Non, mais je pense que professionnellement, c'est une faiblesse. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu des prix des chevaux, à moins d'être multimilliardaire, et de le vouloir surtout, parce que même si on a l'argent, il faut le vouloir, acheter un cheval de Grand Prix est bien plus difficile qu'il y a 10 ans. Les chevaux ont quasiment été dans le prix multiplié par 10, en 10 ou 15 ans. Donc je pense que les cavaliers, même s'ils veulent demain continuer leur carrière et avoir une carrière pérenne, il faut qu'ils s'intéressent aux jeunes chevaux, donc aux origines. Je pense que c'est de plus en plus difficile si on ne s'intéresse pas aux jeunes chevaux et à l'élevage. Alors, avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, on va faire un petit tour des dernières actus du monde du cheval. On commence par les résultats des championnats d'Europe. C'est André Timeux, voilà, selon l'accent, qui a remporté ce championnat d'Europe avec une jument assez extraordinaire, DSP Chacaria. Et sur le podium, on retrouve les 2 derniers champions d'Europe. Ça, c'est assez fort quand même, Martin Fuchs et puis Peder Fredriksson. Finalement, il n'y a pas de hasard, hein. On retrouve toujours les mêmes. Oui, alors eux, c'est encore plus fort que le café parce qu'avec 2 chevaux différents. C'est-à-dire qu'ils ont été champions d'Europe avec l'autre, son grid Cornet, voilà, Cluny, et l'autre avec All In. All In, comme il a fait les Jeux de Tokyo, il n'a pas pu le faire et il est quand même sur le podium. Je trouve que c'est encore plus fort. Et ça m'inquiète même un peu de me dire qu'eux ont une écurie capable de faire avec des médailles Tokyo et les championnats d'Europe. Nous, la France, l'écurie France à côté, ça fait peur. C'est-à-dire une écurie d'un de ces hommes-là pourrait nous équiper entièrement, j'allais dire, presque, entièrement nos cavaliers. Et eux, ils ont ça. C'est assez prodigieux quand même. Et puis on enregistre le podcast au lendemain de la grande semaine de l'élevage de Fontainebleau et des ventes fence. Et un record mondial a été battu puisqu'un foal a été vendu 145 000 €. Je crois que tu étais au Ventes Fence et à Fontainebleau. C'était vraiment la folie. Il y avait énormément de monde ce week-end. Oui, alors le poulain vendu 145 000, c'est énormément d'argent. Mais comme je te le disais tout à l'heure, les gens qui ont de l'argent, ils vont maintenant chercher plus que jamais le meilleur du meilleur. L'élevage a beaucoup évolué, a monté vraiment en gamme. Il y a des grandes industries surtout. Il y a des éleveurs qui, en France, beaucoup. Il y a des Riverland, des CMI. Tous ces gens-là, Kresker et compagnie, c'est des gens qui font 40, 50, 60, 90 poulains pour certains élevages. Donc ils s'arrachent tous les meilleurs chevaux, les propriétaires. Donc le meilleur du meilleur, pour eux c'était ce poulain-là. Oui, c'est énorme, c'est dingue. Enfin, c'est le prix d'une maison en province, donc c'est évidemment beaucoup d'argent. Mais imaginons que ce poulain-là devienne le crack qu'ils imaginent, dont ils rêvent. Peut-être ils ont les moyens de l'acheter aujourd'hui et pas les moyens de l'acheter dans 6 ans. Donc oui, c'était dingue. Toutes les ventes ont été dingues de toute façon. Et puis on sent qu'on sort du confinement parce que le grand parquet était noir de monde, là où se déroulent les finales des jeunes chevaux. Il y avait beaucoup d'étrangers, beaucoup d'acheteurs, beaucoup de cavaliers. Oui, les gens ont envie de vivre et envie de vivre cette passion. Donc c'était vraiment dynamique, ça donnait vraiment envie d'être là et de porter et de supporter ce sport, cette filière en fait. Et puis l'épreuve reine de la grande semaine, l'épreuve des 7 ans, c'est Émir Duchenu, un fils de Air Jordan qui l'a emporté sous la selle de Marie de Monte. A priori, c'est un peu cette génération qu'on verra en 2024 à Paris, ou est-ce qu'ils seront encore trop jeunes ? Ça va être juste. Je sais que Marie de Monte, elle compte beaucoup sur ce cheval. Un fils d'Air Jordan qui est formidable, qui ressemble vraiment à un cheval de championnat en plus. Je lui souhaite parce qu'elle a le tout talent et c'est une femme incroyable, une athlète incroyable au parcours déterminé et déterminant pour arriver jusque-là. Mais oui, c'est un petit peu jeune, mais pourquoi pas, 10 ans, d'autres l'ont fait. Florent Mariposa avec Pénélope, elle avait fait les championnats du monde à 9 ans et il y a d'autres exemples. Mais
En tout cas, les meilleurs chevaux, on les a vus à 6 ou 7 ans. Et c'est intéressant parce que ce cheval-là, il a encore une génétique incroyable, puisqu'il a une mère par papillon rouge, et qui avait fait un cheval qui s'appelait Corse du Chanu, qui a été un formidable reproducteur. Enfin, tout ça, c'est du travail de longue haleine des éleveurs qui ont sûrement dû pleurer en voyant la victoire de leur cheval. Enfin, ouais, c'est surtout que c'est la méritocratie, hein. C'est qu'il faut bosser. Et là, c'est l'élevage français avec une cavalière française qui le dit, hein, l'a dit dans la presse, je veux aller à Paris. C'est gonflé, Vainé, mais il y a comme ça qu'on y arrive. Alors, tu parlais tout à l'heure des éleveurs qui font naître 80 poulains par an. Nous, on va s'intéresser aux petits éleveurs, qu'on appelle éleveurs amateurs, comme toi. C'est pas une insulte du tout. J'en vis pas, malheureusement. Moi aussi, à mon humble niveau, j'ai 2 poulains. Il faut comprendre que c'est très difficile de gagner sa vie en tant qu'éleveur. C'est une passion qui coûte cher, qui est très engageante. Quelles sont selon toi les bonnes questions à se poser avant de se mettre à l'élevage si on a une jument par exemple? Le risque, en fait, il y a 80 ou 85% de l'élevage français, des éleveurs français qui ont une et demie, je crois, enfin entre 1 et 2 juments. Donc les élevages dont je parlais tout à l'heure représentent rien par rapport au nombre de naissances qui se comptent pas plusieurs milliers. Le risque, c'est de mettre à la reproduction la jument que l'on montait, qui était sympatoche, et qui n'avait pas trop de talent et qui n'a pas de papier. Parce que ça coûte très cher. Je crois, je dis ça vraiment très modestement, mais c'est tellement dur aujourd'hui que si on ne va pas chercher une génétique incroyable, à part un coup de bol comme de gagner au loto, c'est assez peu probable. Et ça veut dire qu'en plus, ce sera très difficile de le commercialiser. Alors que si par exemple on a une femelle qui est très bien née, d'une belle souche, on pourra la vendre justement pour d'autres éleveurs qui voudraient cette souche. Alors au départ tout le monde dit oui mais bon il faut de l'argent pour acheter une belle souche. En fait non. Si on veut les choses, ça coûte pas plus cher que d'entretenir une jument qui est pas très bonne et qui va vous coûter très cher pendant 10 ans. Alors là, on peut la garder à la retraite et si on veut faire de l'élevage on peut trouver une jument. Moi j'ai commencé sans argent avec des vieilles juments. Et dont les éleveurs ne voulaient plus ou étaient d'accord pour s'en débarrasser, des juments qui avaient 17 ou 18 ans, qui valaient pas grand-chose, donc parce qu'il leur restait peut-être 1 ou 2 poulains à faire. Mais ça m'a permis de récupérer une très bonne génétique. Et alors qu'autrement, j'aurais pas pu les acheter. Donc il faut vraiment faire une sélection sur la génétique, mais je crois surtout qu'il faut que ce soit une génétique qui vous plaise. C'est-à-dire, il faut pas se dire, tiens, je prends un catalogue, ah bah oui, celle-là, elle est bien, et puis celle-là, elle est pas bien. Moi, je pense que c'est bien si on veut une famille, et qu'on passe du temps, et qu'on tourne autour, et qu'il faut la draguer, cette famille. Puis on n'y arrive pas, et puis le jour où il y en a une bien, ben on n'a pas l'argent, ou quelqu'un l'a achetée, ou il veut pas la vendre. Moi, dans le Berry, par exemple, j'ai acheté une souche, qui est la souche de My Lord, chez Madame Solange Plançon, qui est une amie maintenant, qui est une grande dame, évidemment, parce que My Lord et toute la clique. Mais je sais pas, j'ai mis 6-7 ans avant de lui acheter une jument. Parce qu'elle voulait pas, et parce qu'elles étaient trop chères, parce que le monde entier venait lui chercher. Et j'ai récupéré une vieille jument, un peu tordue, un peu mal aimable, voilà. Et puis qui m'a fait elle m'a fait 2-3 poulains, je l'ai gardée jusqu'à la fin de ses jours, mais c'était un rêve en fait. Jamais je pensais que j'aurais cette génétique chez moi. Parce que de toute façon, j'aurais pas pu l'acheter avec une jeune jument ou chose comme ça. Et c'est le chemin qu'on fait pour arriver à avoir un bon poulain qui est intéressant. Si vous achetez une jument, pof, le lendemain, vous avez fait un bon poulain, c'est super, on a de la chance et j'aimerais bien en avoir de la chance. Mais je crois qu'il faut en baver un tout petit peu. D'ailleurs, les éleveurs qui réussissent beaucoup, quel que soit leur portefeuille ou le nombre de juments qu'ils ont, c'est que des gens qui se réveillent la nuit pour aller voir leurs juments, qui sont obsédés. C'est pas l'élevage, ça fonctionne pas de haut de sa tour d'ivoire ou en dilettante. C'est trop exigeant, ça récompense pas souvent. Donc au moindre accident, il y en a beaucoup, on abandonne. Donc le vrai secret, c'est la persévérance, l'exigence et la persévérance. T'en as parlé un petit peu, mais l'élevage, ça a vraiment un coût, surtout si on n'a pas de terrain chez soi, qu'on n'est pas Châtelain, voilà. Exactement. Le prix de la saillie, il est extrêmement variable aussi. Combien on peut dire que ça coûte, à peu près, un cheval qu'on va faire naître entre son 0 et 5 ans? 5 ans, je peux pas dire, parce que ça dépend où on le met, mais
En tout cas, un poulain à la naissance, si on prend une part d'amortissement de la mère, si on a de la chance d'être agriculteur ou d'avoir des pensions chez les agriculteurs pour les élever, etc., un poulain qui naît, si la génétique est bonne, avec une bonne saillie, on est vite à 7-8 000 euros de prix coûtant, ça va très vite. Et puis après, ça dépend de la pension par an, donc il suffit de le rajouter. La difficulté, en fait, dans l'élevage, c'est surtout pas le prix de saillie. Parce que le prix de saillie divisé par 3 ans ou par 5 ans, les idées sur 800 euros ou 1000 euros, même si quand on paye c'est de l'argent, ça va pas être grand-chose. Et ça peut être déterminant. Donc je pense pas qu'il faille faire l'économie là. La vraie difficulté, c'est de s'arrêter à son niveau financier. C'est-à-dire que si on n'a pas les moyens d'aller dans un bon cavalier, ben, il faut le vendre à 3 ans. Essayer de le vendre dans une bonne maison. Parce que élever, c'est bien. Mais valoriser, c'est plus compliqué. Eh ben oui, parce que c'est pas parce que vous faites un bon cheval que si c'est moi qui le monte, il y a que vous qui saurez qu'il était bon et moi, mais personne ne saura que c'est un champion. Donc la valorisation, je crois que c'est une partie qui n'est pas la plus agréable, c'est pas la partie la plus paysanne, la plus animale, mais elle est fondamentale pour valoriser ses chevaux. Moi, j'ai fait des choix exigeants au départ, notamment en concours complet, en mettant chez des très bons cavaliers, mais l'investissement est devenu positif. Si j'avais pas, et ça m'est arrivé quand j'en avais 2, je pouvais pas en avoir 2 en pension, j'en vendais un. Mais je voulais pas aller ou travailler avec des gens dont j'avais pas envie, ou le respect du cheval me corresponde pas, ou soit je me dis j'ai investi, j'ai les moyens, je vais chez qui je veux, enfin, entre guillemets, soit j'y vais pas. Mais le cavalier qui me plaît pour les jeunes chevaux, c'est pas du tout les cavaliers chez qui j'ai pour mes jeunes chevaux, c'est des gens qui sont pas connus. Hein. T'as besoin d'aller chercher l'équitation Star, Non mais ça n'a rien à voir. D'abord les stars, ils ont pas le temps de monter vos 4 ans ou 5 ans, et parfois même pas les 6 ans. Non, il faut des gens, en région il y en a plein, il faut des gens il faut qu'il y ait un respect du cheval formidable, il faut qu'il y ait des paddocks, il faut qu'il y ait beaucoup de pédagogie, il faut qu'il y ait beaucoup de qualité, mais c'est pas forcément des stars, donc c'est pas que ça coûte très très cher, plus qu'ailleurs, qu'un autre cavalier, c'est juste de se faire plaisir, de se dire que le travail est bien fait, parce que la valorisation du poulain, c'est important. En saut d'obstacle, c'est important, et en concours complet, c'est fondamental. Bah oui, c'est-à-dire qu'un cheval même moyen plus, un bon cavalier peut en faire un très très bon cheval. Parce qu'il va améliorer son dressage, il va améliorer son cross. Donc le choix du cavalier, c'est hyper important. Je parle pas de célébrité, je parle vraiment de qualité, c'est pas la même chose. Alors évidemment, les talons, on en parlait tout à l'heure, est très important. Tu disais qu'il fallait pas prendre forcément un catalogue et choisir comme ça sur du papier. Comment on fait pour choisir le bon étalon pour sa jument? Où est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on peut se faire conseiller? Est-ce qu'on doit être un expert? Ou est-ce qu'en se basant sur les qualités et les faiblesses de sa propre jument, on peut faire un bon choix, on va dire? Alors, il y a 2 choses différentes, en fait, dans le choix d'un cheval, comme dans le choix d'une jument, dans le choix d'une génétique. Il y a ce qu'on appelle le phénotype et le génotype. C'est-à-dire, le phénotype, c'est l'animal tel qu'il est, tel qu'on le voit. Il est beau, il est pas beau, il est jaune, il est bai, voilà, ça c'est ce qu'on voit. Il saute bien, super. Et puis, derrière, il y a toute la génétique. Pour moi, modestement, mais encore une fois, je dis ça bien modestement, je ne suis pas docteur en élevage, mais moi, la génétique a autant d'importance que le phénotype. C'est-à-dire, ok, le cheval me plaît, mais si la souche derrière ne me plaît pas, si les grands-parents ne me plaisent pas pour X raisons, s'il n'y a pas de bons sauteurs, etc., même si le cheval, c'est Hollywood et qu'il gagne les jeux, il y a assez peu de chances que j'y aille. Parce que ce qu'on va transmettre, c'est vraiment de la génétique. De l'aptitude, mais de la génétique. Moi, je trouve super intéressant, d'abord, de voir les chevaux. Les catalogues sont trompeurs. De voir les chevaux, de voir les produits des chevaux. De se dire, tiens, je vais aller voir ce que font les éleveurs qui ont déjà les 3 ans de ce cheval-là, de Pompon. Est-ce que vous êtes content, pas content, comment il produit? L'échange, c'est super. Ce qui est formidable dans l'élevage, c'est qu'il y a une transmission du savoir. Et que les gens, souvent, sont passionnés. Donc, bien sûr, ils acceptent bien volontiers. Et il faut profiter de cette transmission du savoir. Et les anciens, ou ceux qui ont de l'expérience, il faut les écouter. Il ne faut pas que ce soit déterminant. C'est-à-dire qu'il faut accepter de laisser parler son cœur. Mais il faut quand même profiter de quelques conseils. Mais l'expérience, ça ne se prête pas. Donc, les fautes, les erreurs, il faut les faire. Mais il faut quand même un tout petit peu partager et aller... Il faut faire un bon travail. Quand on parlait de coût d'argent tout à l'heure,
c'est parce que ça coûte de l'argent qu'il faut faire les choses bien. C'est-à-dire qu'on se dit, si on prend un fils de Quidam, parce qu'il ne produit plus, donc un fils de Quidam de Revel, ok, mais c'est quoi les qualités, c'est quoi, on regarde ce qu'il a produit, avec quel type de jument, et puis les personnes qui s'en sont beaucoup servies, leur demander comment ils le croisent. On gagne du temps. Mais après, il faut faire, si il vous plaît pas, il faut pas non plus le choisir. Il faut rester un tout petit. Il y a des grands éleveurs qui se sont trompés. Hein. Quand il y avait un cheval, un petit pur sang comme le Danum, c'était pas très facile de convaincre certains éleveurs. Alors c'est devenu le meilleur pur sang du monde. Personne n'a la science infuse. Mais il faut quand même se cultiver en fait. Il faut lire, il faut bouger, il faut aller voir les gens, il faut aller chez les jeunes chevaux. Il faut vraiment se cultiver. Je crois que c'est comme dans l'art, et on peut pas acheter un tableau sans savoir ce qu'il est par rapport aux autres, à ses contemporains, l'artiste et tout ça. Les chevaux, c'est pareil. Les étalons, c'est pareil. La bêtise, ce serait de regarder un championnat et de voir, c'était à l'époque, mais Cornette, et de se dire, Cornette Obolensky, et de se dire, j'adore ce cheval, je vais le mettre sur ma jument. L'élevage, c'est pas un coup de foudre, en fait, sur un cheval. Non, il faut avoir ce petit coup de foudre. Il faut se faire plaisir. Quand on paye, il faut qu'on en ait envie. Mais il faut aussi rester objectif sur les défauts. Et après, il y a différentes manières. Par exemple, moi, je suis plus je compense les défauts de Pierre et Paul en faisant mes croisements. Et puis, il y a des éleveurs qui font pas ça du tout. Il y a des éleveurs, comme l'éleveur de la Tour Vidal, monsieur Bourdi, par exemple, lui dit, certains Belges d'ailleurs, dit, non, moi, si j'ai une femelle qui a beaucoup de force, j'essaie pas de lui mettre quelque chose de moderne et de léger, je conforte ma force. J'y vais, puis j'en refais encore, et puis voilà. Donc, il y a plusieurs méthodes. Moi, je trouve que les chevaux ressemblent souvent à leurs éleveurs. C'est-à-dire que si on prend les chevaux de Broulmaille, c'est un très beau haras, les chevaux sont souvent très beaux. Si on va dans d'autres endroits, on voit que c'est des chevaux plus lourds, avec beaucoup de force. D'autres, au contraire, des chevaux qui vont être plus modernes, plus fins. Enfin, je trouve qu'on voit bien J'ai toujours dit que c'était vraiment comme un peintre. Hein. Je me souviens l'élevage des rouges. J'avais croisé Fernand Lered. Et j'avais vraiment dit ça quand il avait fait naître Papillon Rouge, qui était un cheval très compliqué. Et les croisements qu'il a fait. La jument qui m'a fait rêver au monde, c'est une jument qui s'appelle, une fille de Kisovo, qui s'appelait Flèche Rouge, qui a fait les championnats du monde en 2002 avec Samantha McIntosh. C'est Papillon Rouge et Kisovo. Papillon Rouge, c'était très compliqué. Kisovo, c'était limite débile. Donc, si c'est moi qui ai ces deux palettes de couleurs sur ma palette de peinture, si je fais le mélange, ça dégouline, c'est moche, personne n'en veut. Lui, il a mélangé ça, ça a fait un des meilleurs chevaux du monde de toute l'histoire. Bon, voilà, c'est ça le génie, c'est ces types, c'est ces hommes ou ces femmes d'ailleurs, qui savent voir, qui savent comprendre, qui vont pas forcément qu'à la mode. Le problème, c'est est-ce qu'on veut vendre ou est-ce qu'on veut faire un bon cheval ? Le problème, c'est que parfois, il faut faire les deux. Mais ces grands hommes-là, ils allaient dans une direction avec un objectif. Faut être un petit peu têtu. Alors, une fois qu'on a choisi les talons, on fait toute la procédure, la jument est pleine. C'est parti pour 11 mois de gestation. La jument, elle va devoir être surveillée, notamment dans les dernières semaines. On a interrogé Bastien Well, qui est éleveur, et qui nous parle du suivi de la jument gestante. Pour moi, l'idéal déjà est d'attendre les 15 jours de gestation avant de voyager la jument. L'idéal, c'est si elle peut rester au centre d'insémination jusqu'aux 15 jours de gestation. Ça permet d'éviter les transports, les coups de chaud, les petits stress. Et ensuite, quand on la ramène chez soi, il faut changer les choses au minimum. Si son environnement et son cadre de vie avant, ça lui allait très bien, on reste pareil. Et ensuite, quand on avance dans la gestation durant l'hiver, faire attention aux coups de froid. Il y a certaines juments qui peuvent avorter en prenant un coup de froid sur les reins en hiver quand il y a du gel. Faire attention au terrain, qu'il n'y ait pas de glissade, qui provoque une chute, ou même juste des positions avec les postérieurs fort écartés qui peuvent faire bouger le bébé dans le ventre. Les choses logiques en fait, des bonnes conditions de détention, et puis faire attention les 4 derniers mois de gestation à la nourriture. Autant durant les 7 premiers mois, on peut nourrir la jument de façon tout à fait normale, comme un cheval au repos. Autant les 4 derniers mois, il y a une nutrition spécifique. Là, vraiment, le fœtus commence à grandir, à prendre du volume. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Il y a aussi la maréchaderie, il y a des choses à ne pas faire. Par exemple, faut bien anticiper les parages, parce que l'idéal est quand même de ne pas parer les postérieurs de la jument une fois qu'elle commence à avoir le ventre qui grossit. Ça peut lui faire prendre des positions
qui sont pas terribles et c'est déjà arrivé que ça provoque des avortements. Et ensuite, si on emmène sa jument au poulinage quelque part, il faut faire au moins un mois avant le poulinage, de façon à ce que la jument s'habitue à son nouvel environnement et qu'elle se coupe un peu de ses copines de prairie si c'était le cas ou de ses copains et qu'elle se concentre un peu sur ce qui va arriver. Alors vient ensuite le moment de la naissance. Un moment magique pour ceux qui l'ont déjà vécu. Est-ce que toi, tu as déjà assisté à la naissance d'un de tes poulains ? Moi, j'élève avec un ami qui s'appelle Dominique Labesse, qui est éleveur de bovins et de chevaux, et c'est lui qui a mes chevaux depuis toujours. Enfin bon, voilà, je l'adore parce c'est un paysan, je l'adore, il gère les prairies. Enfin, on n'est pas dans du... Voilà, j'adore. Et je travaille aussi beaucoup avec Monsieur Gouin, l'élevage de Nantuelle. Et j'ai passé le début de ma petite carrière d'éleveur, il y a 17 ou 18 ans, j'ai commencé... Je faisais l'aller-retour Paris, et il y a une jument que je voulais absolument voir naître, de la souche dont on parlait tout à l'heure de Morga. Et je voulais tellement, c'est une fille de papillon rouge, tout ça se rejoint. Et je voulais tellement la voir naître, je voulais tellement qu'elle soit belle, je voulais tellement que ce soit une femelle, que j'ai pas l'aller-retour pendant 10-12 jours. Je dormais pas la nuit, et elle est née dans mes bras. Et alors, elle ressemblait... Elle était femelle noire, donc c'était parfait. Et c'est vrai que c'est magique. C'est magique comme ça se partage, parce que j'étais avec mes amis, mais oui, c'est magique. Moi, je les vois plus trop naître, parce que c'est Dominique qui le fait, mais c'est des moments de vie, de naissance, de fragilité, et puis avec les chevaux de force, c'est des animaux, nous on met 3 ans avant de galoper, ils mettent parfois 1 heure ou 2. C'est impressionnant. Ouais, c'est vraiment la nature était bien faite, c'était pour la peur de se faire bouffer par d'autres animaux, donc ils doivent se mettre debout très vite. Parce que le cheval, il fuit, c'est son seul moyen de défense. Donc c'est vrai que c'est magique de voir un poulain qui tète. Là, c'est le silence, tout le monde se tait, c'est beau, et puis on rêve. Et puis moi, j'ai eu la chance d'assister à la naissance d'un de mes poulains, et ce qui est impressionnant, c'est l'autonomie, en fait. Alors évidemment, ça requiert une surveillance de professionnels, mais la jument, elle est très autonome, en fait, au moment de la naissance. Elle fait son job de maman. Le parfait équilibre, il faut le trouver entre l'assistance, mais surtout pas la déranger, quoi. Mais oui, la naissance, c'est pour ça que j'ai déjà été propriétaire de chevaux qui ont fait des belles perfs, comme le Lion d'Angers, etc., mais que je n'avais pas fait naître. C'est formidable, parce que c'est du sport. Mais un cheval qu'on a fait naître, on a choisi la mère pendant... moi, mes poulinières, je les aime. C'est pas que je les aime bien, je les aime vraiment, j'y pense tout le temps. Je confirme. Voilà. Non, mais vraiment, je les aime. Et s'il y a un cheval qui performe un jour, c'est intime. Mais moi, c'est des moments que je vis très mal, par exemple, le sport. On va en reparler tout à l'heure. Mais oui, en tout cas, oui, la naissance, c'est fondamental. Ça peut être dangereux. Moi, j'ai eu une jument très compliquée qui pouvait taper ses poulains parce que, elle était un peu spéciale. Il faut le bon équilibre. Alors toi, Kamel, t'as pas d'installation à toi. Non. Pas de propriété. Non, c'est bon. Donc tu confies tes poulinières dans des élevages. Tu en as dans le Berry, comme tu le disais, et je crois dans le sud-ouest, chez les Siskey. Alors, non. Inès... tout l'élevage, maternité, tout l'élevage, j'ai que 2 juments ou 3, c'est tout l'élevage, j'ai l'impression d'avoir 50. C'est dans le Berry, et dès qu'ils ont 3 ans, ils descendent chez les Siskey qui ont fait naître Epsilon, entre autres, qui sont des amis chers, et je suis pas allé chez eux parce que c'est des amis, c'est juste parce que j'aime l'approche du cheval, j'aime quand on parle bien du cheval, j'aime pas quand on utilise des mots... que je n'aime pas, des adjectifs que j'aime pas quand on parle fort avec les chevaux, j'aime pas quand on les touche trop fort, bref, donc là c'est parfait, il y a une vraie connaissance du cheval, donc je leur fais une confiance totale et on partage ça en amitié, et oui, c'est important. Encore une fois, je le répète, mais c'est beaucoup de logistique, beaucoup d'attention qu'on doit avoir pour ces poulains. Il faut vraiment pas se lancer à la légère, parce que on a quand même, c'est pas comme un enfant, mais je veux dire, on a leur vie entre les mains quand même. Moi, je fais pas d'anthropomorphisme, mes chevaux, je les aime, mais c'est pas mes enfants. Mais en revanche, il faut une responsabilité d'homme, c'est-à-dire se dire... moi, de toute façon, je ne les mettrais pas dans des écuries où je pense qu'ils ne seraient pas bien élevés, pas bien considérés, avec des cavaliers violents, ça serait absolument hors de question. J'ai toujours peur de ça, d'ailleurs. C'est un jour de vendre un cheval et de le voir soit celle de quelqu'un dont je n'avais pas envie, ou je sais que le cheval est maltraité. Ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai racheté le cheval 4 ans après, bref. Mais en fait, il faut vraiment, je pense qu'il y a une clé de la réussite, c'est la fidélité.
Et moi, je suis fidèle aux gens qui débourrent mes chevaux, qui s'en occupent du début jusqu'à ce que je les commercialise. Évidemment, Dominique qui s'en occupe. Enfin, voilà, j'ai jamais dérogé de ça. J'ai pas changé de personne avec qui je travaille. On se connaît bien et c'est important qu'eux connaissent bien vos familles, vos chevaux. Qu'ils se disent, ben tiens, lui, mais ça, on connaît la famille, c'est pas très grave, ça va s'arranger. Il faut tellement de temps pour apprendre une famille, pour apprendre comment cette famille la produit. Ça demande, c'est un peu ça qui est long dans le cheval de sport, contrairement aux chevaux de course, c'est qu'il faut vraiment 2 vies, quoi. C'est que, avant de connaître si une jument produit bien, il faut parfois 6-7 ans, on peut se tromper vraiment. Donc il faut vraiment bien les regarder, bien les suivre et bien les comprendre pour les croisements. Quels sont les poulains que tu as fait naître dont tu es le plus fier aujourd'hui? Le 5e, qui s'appelait Ramsa Villarose. Ramsa en arabe, ça veut dire 5. Et c'était ma première jument. Et en fait, quand il est né, c'était un grand paquebot, c'était un Quite Easy, et que la mère était une Voltaire. Et il était tellement grand qu'il passait tout le temps couché, etc. Et en fait, il s'est fait une infection. Bref, je l'ai fait opérer, ça a été toute une galère. Donc je m'y suis particulièrement attaché. Il était magnifique. Et puis à 3 ans, j'ai voulu le vendre. Et il n'avait pas des bonnes radios. Les médecins, mon vétérinaire m'a dit, enfin pas le mien d'ailleurs, le vétérinaire d'un client m'a dit, non, mais il ne faut pas acheter ce cheval, Kamel, parce qu'il ne fera jamais de sport, ça ira pas. Enfin bon, bref. Donc j'ai décidé que je ne le vendrais pas à une misère, parce que je l'aimais beaucoup. Et un jour, j'étais allé au Lion d'Angers, au championnat du monde des jeunes chevaux, voir, il travaillait sûrement pour commenter, et j'étais très pote avec Eric Vijanel et son épouse, Julie. Ancien cavalier de concours complet. Complet, ouais, qui avait fait tous les plus grands championnats d'Europe et tout ça. Très belle équitation, et son cheval était à la retraite, à 19 ans, il arrêtait, Julie, sa jument était à la retraite, et on était dans un petit restaurant, un petit bistrot, et je leur ai dit, moi j'ai une solution, je vais vous donner ce cheval, parce que je veux pas le vendre, interdiction pour vous de le vendre. Et je montre des photos. Julie était déjà folle du cheval. Et je voyais Eric qui commençait à dire, là vraiment vous me saoulez, parce que si jamais c'est un cuir, qu'est-ce qu'on fait? Je vais pas le garder pendant 20 ans. Bref. Je lui ai dit, écoute, moi je t'oblige à rien, vous venez le voir. Il avait 4 ans, vous venez le voir, s'il te plaît, s'il te plaît pas. Bon. Et puis il l'aura plu tout de suite. Et puis à 6 ans, il est devenu champion de France. À 7 ans, il est devenu le meilleur 7 ans. Et malheureusement, il est mort de colique. Donc ça a été mon plus beau souvenir de cheval, mon plus triste, parce qu'on a pleuré comme des madeleines quand il est mort. Et ça, c'est le cheval dont je suis le plus fier. Et après, j'ai des chevaux comme Sahel ou Hachan Villarose qui ont fait Coupe du Monde et tout ça. Bon, ça, j'étais fier. En saut d'obstacle, ça, j'étais fier. Mais Ramsa, humainement, c'est celui qui m'a le plus peiné, qui m'a le plus... Ouais. Et puis, j'ai perdu une jument, celle que j'ai tenue dans les bras. Elle est morte au pré, on n'a jamais su comment. Et ils sont morts, l'autre s'appelait Ramsa et elle Rifran. Donc c'était les mêmes générations, et ils sont morts à 6 mois d'intervalle. Et là, j'ai dit j'arrête. Parce que c'était même plus un problème d'argent, c'était mes 2 chevaux préférés. Je me dis, si c'est ça, si c'est prendre des baffes, j'arrête. Vraiment, c'était trop dur. Mais vraiment, j'étais comme un gamin, je pleurais comme un gamin, j'ai dit j'arrête. C'est pas grave, j'ai essayé. Bon, puis après, j'ai un cheval qui a commencé à ressauter, et puis je suis reparti, mais... Ça, on parle beaucoup d'argent et tout ça. Ok, ça coûte cher, j'ai fait des sacrifices. Mais humainement, des trucs, humainement, c'est un ascenseur émotionnel très fort quand même. Vraiment, c'est dur. C'est pour ça que quand on gagne, quelle que soit la hauteur de l'épreuve, ou je sais pas quoi, ou qu'on a un bon cheval, faut être content. Ouais, faut pas être blasé, hein. Parce que... Alors aujourd'hui, tu as un cheval qui performe très bien en concours complet. Oui. Je crois que tu l'as pas fait naître, Zanzibar Villarose. Je l'ai fait naître, bien sûr. Pardon. Oh là 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 là. Il est né chez moi. Il est né chez moi d'une souche que j'adore, qui est la souche qui est issue de Broulmaï, que j'ai récupérée il y a quelques années, qui est la souche de Kelemouet Pepita. Et la mère m'avait fait une jument Sahel Villarose, qui avait fait Coupe du Monde à Madrid et à Lyon, qui a été achetée par le roi du Maroc, qui m'a fait une autre jument Hachan, qui fait des internationaux en Espagne. Pour le Portugal, je crois. L'Espagne. Et après, donc ce Zanzibar. Zanzibar parce que, en fait, je l'ai mise à Zandor et que c'est tout Boukzed et qu'il faut appeler le cheval par la lettre du père. Bref, donc Zanzibar Villarose. Moi, je ne l'ai pas vendu pour du complet. Je l'ai vendu à une cavalière du Sud, un Corrège qui montait très bien, mais le cheval était fort, était un peu compliqué.
Et il y a un des propriétaires, Thomas Carlyle, qui est tombé amoureux du cheval, qui était propriétaire du Psilon, et qui a dit « je veux ce cheval » et qui l'a acheté. Et il s'est retrouvé chez Thomas, qui avait, comme par hasard, un jour eu à Cannes, pareil, dans ses écuries, c'est pas moi qui lui avais mis. Enfin bref, c'est la petite histoire. Et donc oui, le cheval cartonne chez lui. Moi, j'aime beaucoup le concours complet. Je fais pas exprès d'élever des chevaux de concours complet, j'en ai un peu. C'est formidable parce que c'est des gens de chevaux Par exemple, quand on élève des jeunes chevaux en saut d'obstacle, quand vous allez les voir à 5 ans, un parcours de 5 ans, bon, ils sautent super, tant mieux, il fait 4 points, c'est pas grave, etc. Mais ça dure 80 secondes. En concours complet, il y a le dressage, il y a le saut d'obstacle, il y a le cross. Il y a plein d'émotions comme ça. Et on est beaucoup dans, c'est pas grave, ça ira mieux demain. Le cheval a appris. Moi, j'adore cette discipline. J'aime bien les gens, c'est cool. C'est un peu le rugby contre le football dans la vie normale. Un petit peu cliché, ça. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai parce que c'est un sport à risque, d'abord. Donc, on ne peut pas se prendre au sérieux, ni en tant que propriétaire, ni en tant que cavalier. Parce que tout peut s'arrêter en 2 secondes. Donc, non, c'est pas cliché, c'est réel. Alors bon, je me moque un peu de toi parce que j'ai eu la chance de voir Zanzibar en compétition pendant un tournage. Oui. Et quand Zanzibar est là, tu parles carrément à la 3e personne. C'est on a merdé ou on a fait super au dressage. C'est vrai. J'ai fait un point de temps sur le cross. On a fait un super sans faute à l'obstacle. C'est quand même. T'es un peu. Ce qui est pas normal parce qu'en fait le cheval ne m'appartient pas, il appartient à Philippe Lacaze. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand on fait naître un cheval, il est à vous à vie. Il est plus à moi, mais bon, d'abord ils sont géniaux. Alors là, vraiment, Philippe, Thomas, etc. Si le cheval sort, j'ai les vidéos, j'ai les résultats, j'ai son état de forme. Enfin bon, en fait, c'est ça qui est très bien, c'est qu'avec le complet, c'est une famille, on partage. C'est-à-dire, ils ont conscience que celui qui a fabriqué la pierre brute fait partie de l'équipe, comme le propriétaire fait partie de l'équipe, et évidemment le cavalier. Donc oui, il me rend fou. Et puis on a des ambitions de malade. Hein. Peut-être elles vont s'arrêter, mais c'est pas moi qui les ai. Les ambitions, c'est Thomas Carlyle qui dit que le cheval va faire les 5 étoiles, les badminton et compagnie. Quoi. Donc on verra peut-être un Zanzibar, un Villarose en tout cas à Paris 2024. Ah ça je sais pas, mais allez savoir. Faut pas insulter l'avenir ni le bonheur. Bon, on le comprend un peu, mais en définitive, qu'est-ce que t'apporte cette aventure d'éleveur ? Alors, ce qu'elle m'apporte, c'est que moi, je suis né dans le Berry, que je n'étais pas du tout agriculteur, que mais j'ai toujours eu en moi cette fibre de paysan, en fait. Modestement, hein, parce que je serais nul, ça c'est sûr. Mais quand j'étais môme, j'allais à vélo chez mes copains, c'était que des paysans, je passais la journée chez eux. Et j'ai toujours aimé ça, l'élevage des poules, des lapins, ça me faisait marrer, des veaux. Enfin, j'ai toujours aimé, en fait, le côté élevage, le côté paysan. Et le cheval était ma passion quand j'étais très jeune. J'avais pas d'argent, je pouvais pas monter un cheval. Mais quand j'étais petit, je me répétais une phrase, mais je me la disais. Parce que rien que de le dire, ça me faisait... Je me disais, et je sais pas pourquoi c'était au féminin, je me disais, un jour j'aurai une jument. Je sais pas d'où ça me venait. J'aurais pu dire, j'aurai un hongre, un cheval. Et le jour où j'ai acheté ma première jument, ça a été quelque chose d'être très fort dans ma tête. Oui, moi j'aime bien l'échange. J'aime bien la transmission. J'aime bien quand je suis à Fontainebleau, que les gens me parlent de sport, me demandent mon avis modestement sur le sport, je sais pas quoi, ils sont contents, on se rencontre. Mais moi, j'ai envie ils me posent des questions et moi, je leur pose des questions. Et j'aime bien cet échange humain. Je trouve dans un monde où le concours hippique, notamment, devient un monde où l'argent est quand même assez important, où le VIP est important, enfin, le côté un peu VIP, un peu chic et tout ça. J'ai rien contre, hein, c'est pas du tout ça, mais j'aime bien aussi qu'on revienne à l'essentiel de l'amour, de notre passion. Tous les gens qui sont là sont des gens qui aiment les chevaux. En tout cas, je sais que c'est sincère parce que pour te connaître un petit peu, je sais que tu passes un bien meilleur week-end où tu vas vraiment apprécier le spectacle au Lion d'Angers. Alors là, je peux te faire une confidence. Il se trouvait que je ne travaillais pas, c'est la première fois pour les championnats d'Europe, mais j'y ai pas du tout pensé. J'étais à la grande semaine de Fontainebleau. Aucun autre événement sportif qui concerne le cheval, comme le Lion d'Angers, peut me dérouter. Te faire vibrer et te passionner. Ouais. Rien n'est plus fort que ça. On finit toujours le podcast par un petit questionnaire rapide. Je vous en prie. Du tac au tac. Oui. Plutôt sel français ou anglo-arabe ? Anglo-arabe pour la mère, sel français pour le père. Ah, c'est pas vraiment une réponse. Bah si, c'est la mienne. Ton étalon de référence ? Sans aucun doute, Kidam de Revel. L'élevage qui te fait rêver ? Braulmaille.
Une jument de sport que t'aimerais avoir comme poulainière. Flèche rouge. Un peu plus récent peut-être. Peut-être la Fit for Fun de Luciana Diniz. Ouais, super jument de sport. Et un croisement de rêve. J'ai toujours rêvé ce que je n'ai jamais pu avoir parce que je suis arrivé trop tard dans l'élevage. J'aurais adoré avoir croisement de rêve, Raotep de Toscane, qui dame de Revel avec une mère Parlo-Danom. Dernière question, toute dernière, pardon, j'ai oublié. Si tu peux nous expliquer pourquoi Villarose. Alors Villarose, tout simplement parce que moi j'ai perdu mes parents très tôt et que mes parents adoptifs étaient berrichons, mais dans ce petit village de Saint-Aignan-sur-Cher, où maintenant il y a le zoo de Beauval, qui est très connu, ils avaient une maison tout à fait normale, mais qui avait été construite et dessinée par un architecte florentin, et la maison était rose-orangée, et elle s'appelait Villarose. Et quand j'ai eu mon premier poulain, j'ai cherché, j'avais pas de propriété, pas de rivière à côté de chez moi. Je me suis dit, tiens, c'est un bel hommage, je l'ai appelé Villarose. Merci beaucoup, Kamel. Merci, Camille. Bon courage dans tes prochains croisements. Reste passionné comme tu es. Et si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser tous vos commentaires sur toutes les plateformes d'écoute et tous nos réseaux sociaux. À bientôt. Salut.